c'est une histoire, je vous préviens, qui est assez sordide, mais qui est évidemment très utile à raconter, Magali, que vous avez choisi de nous raconter aujourd'hui. L'histoire d'un adolescent ukrainien devenu propagandiste pro-russe, manifestement bien malgré lui. Et j'ai envie de commencer par une image. Ouais. Regardez, c'est lui là. Ce visage est tout jeune, on y voit finalement un enfant. Il avait 16 ans à cette époque-là. Denis Kostev n'était donc qu'un adolescent quand les troupes russes ont envahi son petit village près de Kherson. C'était donc en 2022. Il n'a pas une histoire facile, lui. Il a vécu une enfance très chaotique. En fait, il a été orphelin très vite. Il a été trimballé de foyer en foyer. Quand les Russes débarquent, donc il a 16 ans, il a la tchatch et il décide de publier des vidéos sur son compte TikTok. C'est ce qu'on voit ici. Il critique les Russes et n'a pas de mots assez forts pour insulter Vladimir Poutine. J'ai pas voulu traduire ce qu'il disait. Problème, il est bien trop actif sur les réseaux sociaux. Il se fait repérer par les autorités russes et donc quelques mois après, il est transféré, déporté en fait en Russie, comme des dizaines de milliers d'autres enfants ukrainiens. Et la surprise, très vite, il réapparaît plutôt sur des vidéos arborant des drapeaux russes, affirmant que la victoire de Moscou sera pour bientôt. On le voit dans des reportages télé, dans un camp de vacances en Crimée. Et là, regardez, on le voit sur cette vidéo où il explique qu'il s'est engagé dans les rangs de l'armée de la jeunesse parce qu'il veut se battre, dit-il, aux côtés des Russes. Il aura bientôt 18 ans et il dit qu'il est en droit de le faire. De quoi accréditer la thèse de Poutine. Les Ukrainiens sont des Russes et il n'y a pas besoin de grand-chose pour pouvoir éteindre leur dissidence. C'est évidemment stupéfiant et glaçant. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé en réalité, Magali ? Alors, on ne l'a su que très récemment. Ses proches ont remué ciel et terre pour le ramener. Ça a été très compliqué. Il a fallu l'aide de l'association Save Ukraine pour l'exfiltrer. Et là, il a tout raconté. À son arrivée en Russie en janvier 2023, des hommes du FSB lui ont donné de l'argent et lui ont dit qu'il reprendrait très vite contact avec lui. Et en effet, régulièrement, il venait le voir et il lui demandait d'enregistrer des messages de soutien à la Russie. Alors, il était seul, il était isolé, il avait peur, il s'est donc exécuté. Il dit qu'il avait honte, mais il n'avait personne vers qui se tourner. Et ça a été de plus en plus loin au fur et à mesure des mois. Il apprend par exemple que sa marraine est venue en Russie pour tenter de le récupérer. Les hommes du FSB lui ont montré une vidéo d'elle dans la prison. Donc il a été menacé à ce moment-là. Donc il a fait tout ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé donc de poster ce genre de vidéo, de répondre à des questions en faveur de la Russie. On lui a aussi demandé de balancer des noms, pardon de parler comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot, d'essayer d'obtenir des informations sur des informations militaires auprès de ses proches ukrainiens. L'enfer pour lui est aujourd'hui terminé. Il est à Varsovie. Il espère rejoindre ses proches réfugiés en Allemagne. Mais regardez comme il a changé là. Ce n'est plus le même enfant volubile qu'on vous montrait tout à l'heure. Il a vieilli d'un coup. On sent que dans ses prises de position aussi qu'il a été embrigadé, qu'on lui a lavé le cerveau. Parce que quand il parle avec ses proches, il dit mais non, il n'y a jamais eu de massacre de civils à Boutcha. Les résistants à Mariupol, les régiments Azov, là, ce sont que des nazis. Donc ça va être évidemment très compliqué, très long de pouvoir le ramener à la raison. Et puis il est complètement désabusé. Quand on lui pose la question, tu te sens ukrainien ou russe ? Voici sa réponse. Je suis une âme perdue, je l'ai toujours été. Pauvre gamin, mais ça donne des frissons, ça fait froid dans le dos. Pauvre gamin, il s'appelle Denis Kostev, c'est abominable et ça fait partie, Nadejda, c'est sur ce genre de procédé, alors le lavage de cerveau pas forcément ou pas encore, mais que Vladimir Poutine est inquiété par la cour pénale. On a enlevé des enfants qu'on a voulu rééduquer, c'était ce qu'on nous disait à l'époque. On va les rééduquer, on va les mettre dans des familles russes qui vont bien les accueillir, qui vont les nourrir, etc. Ce gosse, il avait déjà eu une vie pas facile. Vous nous disiez, ça me donne les larmes aux yeux, je vous assure. Il est brisé. Oui, c'est vrai. Je pense que la dernière citation était exactement ce qui reflète l'état de son âme. C'est un type de vengeance du régime de Poutine vers l'Ukraine pour leur résistance, transformer leur enfant, je dirais comme ça. Parce que vous savez que, ce n'est pas le secret, mais les ados, ce sont toujours quelqu'un qui n'est pas très stable. On cherche quand on est ado. On se cherche, mais imaginez que nous ne connaissions pas du tout dans quelles conditions ils vivaient à l'Ukraine. Ça veut dire que
il achète les gens et les ados. C'est vrai qu'il donne l'argent, il propose quelque chose. En plus, je pense que des ados aussi sont menacés par des tortures. Vous savez, le centre de détention pour des ados comme Sanatorium, c'est pas comme en France. Sûr, Je dirais c'est un type de prison pas russe, les centres. Il n'y a pas ni psychologue, ni spécialiste de cet âge. Il y a juste ça peut être femmes, des maîtresses fidèles au régime de Poutine et des gens de FSB. Et imaginez qu'un ado qui est tombé là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire? Et maintenant, il est totalement brisé parce que je pense que peut-être, vu ce qu'il a dit, il se sent coupable devant sa patrie, mais ils n'ont pas de moyens à survivre en fait, autrement. Il se sent coupable, en même temps, il s'est fait laver le cerveau, donc il y a encore des croyances qui sont très ancrées en lui. C'est une arme redoutable, les enfants. Vous en prendre aux enfants, général, colonel, vous le savez aussi, vous êtes historien militaire. Moi, ça m'a fait penser aux enfants soldats, ça m'a fait penser à ces bébés djihadistes qui se font embrigader sur des terrains hostiles. Enfin, c'est des gamins qui n'ont plus de vie et qui sont brisés pour toujours, quoi. Enfin. Je dirais qu'en situation de guerre, la militarisation des enfants est une pratique qui est largement développée dans le monde, sauf dans nos démocraties, et qu'il y a des lois internationales qui conditionnent effectivement cette situation et qui l'interdisent très clairement. Maintenant, et là, c'est de l'embrigadement du lavage de cerveau, quoi. Vraiment Mais à la limite, moi, je pose quand même une question. Ce gamin, il a pu rentrer en Ukraine, si j'ai bien compris. Ça a été compliqué. Oui, mais il a pu rentrer. C'est-à-dire que quand même... Ils l'ont exfiltré, je crois. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand même. Sur sa tante. Comment ? Ils l'ont menacé par faire quelque chose contre sa tante. Non, mais sa tante est venue en Russie. Elle est venue le chercher. Elle a été arrêtée, je crois, Magali. Officiellement, en fait, la Russie dit... S'il y a des tuteurs légaux qui veulent récupérer, parce qu'ils disent on n'enlève pas les enfants, on leur offre des possibilités en Russie. Donc s'il y a des tuteurs légaux qui veulent récupérer leurs enfants ukrainiens, c'est tout à fait possible. Donc elle, c'était sa marraine, elle a pu venir en Russie. Sauf qu'en fait, très vite, on l'a arrêtée. On l'a détenue pendant 48 heures et on lui a dit non, mais votre filleule ne veut pas rentrer en Russie, ne veut pas rentrer en Ukraine, et elle a été ramenée chez elle. Et la vidéo de la marraine a été montrée au gamin pour dire voilà, ça se passe. Et donc à ce moment-là, le gamin, on lui fait changer de téléphone, on lui donne un passeport russe, on fait tout pour qu'il ne puisse plus être joint de nouveau par sa famille. Sauf qu'il y a une association ukrainienne qui ne fait que ça, qui consacre ses jours à essayer de rapatrier tous ces enfants-là, et qui a réussi par des moyens pas forcément légaux, effectivement, à l'exfiltrer, à rentrer en contact avec lui et à l'exfiltrer, mais de façon illégale, à traverser la frontière par la Biélorussie. Et d'ailleurs, il est toujours pro-russe, ou en tout cas toujours avec des... Non, il a toujours des thèses... Exactement. Quand il voit un drapeau ukrainien, il a une espèce de malaise. Alors que c'était son drapeau avant, mais maintenant il est pris de malaise. Il a les théories qui sont vraiment ancrées en lui, donc on sent que ça va être compliqué. Moi, j'ai noté les dates là sur les éléments que vous avez donnés. Le 14 mai 2022, la vidéo où il insulte Poutine et il fait ses TikTok d'adolescent qui est très attaché à son pays. 14 mai 2022. 1er septembre 2023, il est en train de faire des messages à la gloire de Poutine. Donc ça va extrêmement vite. C'est redoutable, Vincent Arbaretier, ce genre d'armes. C'est évidemment absolument abominable. De modeler des gamins comme ça. Alors on pense au livre d'Alexandre Zinoviev, l'Homo Soviéticus, c'était la traduction française, c'était l'homme nouveau. En fait, Staline avait envisagé, notamment après l'Holodomor, de créer un homme soviétique qui soit le même en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan et ailleurs, au-delà de tout particularisme, de toute nationalité ou de toute religion. Donc la première étape, c'était de le séparer de ses parents, de le séparer de sa famille. Donc à travers les komsomols, les jeunesses dites communistes, et ensuite c'était de l'embrigader et à la limite de lui faire renier pour certains, ses milieux d'origine. Alors ça a été le cas en Russie, mais c'est le cas aussi dans d'autres dictatures. Franco a fait la même chose avec les enfants de républicains dont les parents avaient été fusillés lors de la purification idéologique, notamment entamée à Madrid et ailleurs. Beaucoup de familles, entre guillemets, bien
sous les aspects franquistes, qui n'avaient pas d'enfants, ont pu avoir des enfants. Donc il y a eu ce malaise. D'ailleurs qu'on voit un peu dans Cria Cuervos, ce très beau film de Carlos Saura. Ça a été la même chose au Chili. Pinochet a fait la même chose. Il a tué les parents, il a pris des enfants et il les a éduqués à sa manière et il les a mis comme Franco dans des familles qui n'avaient pas d'enfants. Donc si vous voulez, l'horreur de ces guerres totalitaires, c'est l'usage que les dictateurs font des enfants, comme l'a souligné le général, qui sont particulièrement malléables, qu'on peut ensuite regrouper dans des unités suicides. Les Iraniens ont fait la même chose dans la guerre Iran-Irak. Ils ont capturé des enfants pour en faire des unités spéciales qui servaient au déminage. Voilà, donc on peut on peut trouver dans toutes ces guerres avec des régimes totalitaires ce genre de comportement. Alors maintenant, il y a de très beaux travaux historiques qui ont été faits sur les enfants soldats pendant la Première Guerre mondiale, et on peut imaginer aussi que, mais alors ça c'est dans des démocraties, en fait, en France il y a eu un certain nombre d'enfants de 16 ans qui ont menti sur leur âge pour s'engager dans les armées et qui ont été tués. Et voilà, donc en Grande-Bretagne aussi. Donc, mais c'est un autre contexte. Les enfants là se sont laissés gagner par l'ardeur patriotique. On les a pas contraints, au contraire, ils sont enfuis de leur famille. Et voilà, donc c'est aussi triste. Quant aux enfants soldats en Afrique, c'est encore une autre chose. Ce sont des enfants perdus, qui sont tous des orphelins, qui forment des groupes plus ou moins cohérents et qui se mettent à tirer sur des soldats français ou sur des soldats de l'ONU et qui vivent leur propre vie. Mais là, dans le cadre de cet enfant, il a été pris en main par le régime russe.